l'élément important, c'est que tu as un business qui est lancé. Aujourd'hui, tu es autour de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ouais, c'est ça. Et tu as 16 ans. Donc tu n'as même pas de compte bancaire encore. C'est ça, je suis au lycée. Tu es au lycée. Et là, du coup, je lance une série de vidéos sur, en gros, les conseils que je peux donner aux jeunes danseurs, etc. Et là, ma professeure de danse de l'époque me tombe dessus, m'accuse de plagiat, de plagiat. Elle me dit qu'il faut que j'aille me faire aider, qu'elle a jamais vu ça, que quelqu'un de mon âge comme ça qui vend ça, elle a jamais vu ça. Enfin, j'ai un problème, quoi. Et donc voilà, donc je me prends tout ça dans la tête et j'arrive pas à le gérer. Donc, donc voilà, je tourne autour des 11 000 € de chiffre d'affaires plus ou moins ces derniers mois. Juste avant de commencer cette interview, pour rappel, tu as accès à mon kit de démarrage, c'est 6 ressources précieuses pour t'aider à te lancer sur le web, à construire ton audience, à te faire connaître, à faire tes premières ventes et à monter un business au service de ta liberté. Pour le télécharger, c'est le premier lien en description, tu cliques dessus, tu laisses ton mail et nous on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Salut Elliot. Salut Antoine. Alors, on est chez tes grands-parents à Dinard, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, en Bretagne. Et je voulais absolument te rencontrer parce que tu m'as parlé un peu de ta chaîne YouTube que j'ai découverte, sur laquelle tu parles de productivité, c'est ça, d'organisation de prise de notes aussi, ouais. Prise de notes, tout ça. Et il faut préciser, c'est quand même l'élément important, c'est que tu as un business qui est lancé. Aujourd'hui, tu es autour de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ouais, c'est ça. Et tu as 16 ans. Donc tu n'as même pas de compte bancaire encore. C'est ça, je suis au lycée. Tu es au lycée, tu n'as même pas encore ton bac. Donc c'est incroyable. Et moi, à ton âge, j'en étais pas encore là. Et pourtant, je me considère comme précoce, que j'ai commencé à découvrir le business en ligne à 17 ans. J'aimerais que tu me racontes tout ça, que tu me racontes ton histoire. Alors ça va probablement être une histoire un peu plus courte que les gens que je rencontre d'habitude qui me parlent de leur première expérience de salariat, tout ça. Mais tu me racontes ton histoire et que tu nous expliques comment fonctionne ton business pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est que faire tourner un business en ligne. Très bien. Alors, je pense que je vais commencer par quand j'étais en 5e. À ce moment-là, j'étais à l'école de danse de l'Opéra de Paris parce que j'ai fait de la danse à haut niveau avant de lancer mon business en ligne. Et j'ai lancé donc mon premier business à ce moment-là. J'imprimais des photos que les gens m'envoyaient, que mes clients m'envoyaient en 3D. J'avais 2 imprimantes 3D chez moi et j'en faisais des petits cadres lumineux qu'on peut mettre comme des veilleuses au mur en fait. Donc ça faisait une sorte de relief comme ça. Alors, comment tu as eu l'idée de faire ça à ce moment-là? Je voyais que j'ai l'impression 3D, c'était un truc qui fascinait un peu dès que j'en parlais. Ouais. Je voyais sur internet que des gens faisaient ça, pas en le vendant, mais juste ça s'appelle la lithophanie et c'était un truc qui me plaisait bien aussi. Du coup, j'ai testé pour ma famille, etc. Il y a eu des bons retours et je me suis dit, je voyais un peu les choses d'Elon Musk ou les trucs comme ça, je me suis dit bah, pourquoi pas les vendre un peu. Et c'est là que du coup, au début c'était simplement de la prospection avec les amis de ma mère ou des trucs comme ça. Et ensuite du coup j'ai commencé à apprendre comment créer un site web pour les vendre en ligne, etc. J'ai fait un petit peu de publicité Facebook à ce moment-là. Ouais. Du coup j'ai commencé un peu à apprendre à apprendre toutes ces interfaces directement dès la 5e quoi. Ok, donc tu lances une première expérience entrepreneuriale en 5e, ouais. Ça marche? Ça marche plutôt bien. Disons que j'ai dû faire aux alentours de 2 000 € de vente, quelque chose comme ça, de chiffre d'affaires, sur l'espace de peut-être 6 mois, 1 an. Après, j'ai arrêté tout ça parce que ça me prenait trop de temps et que en fait, j'avais des imprimantes 3D bas de gamme, donc j'avais pas un résultat constant. C'était trop de stress pour moi. Même mon père il mettait les LED sur les cadres après. C'était un peu galère, quoi. Et ça, tu dis, tu es en 5e, donc en 5e, on a quoi? On a 13 ans, 14 ans? Ouais, c'est ça. Donc tu commences à gagner tes premiers euros, tes premiers 2 000 € sur Internet à 13-14 ans. Est-ce que ça te réveille quelque chose chez toi? Est-ce que tu dis, tiens, ça pourrait être un projet d'avenir? Ouais, complètement. Ouais. Dès le début, je me suis dit, c'était surtout, voilà, j'avais déjà fait 2-3 vidéos sur Elon Musk ou des gens comme ça. Ouais. Et ça m'intéressait vraiment, la création de contenu aussi. Donc, je me voyais vraiment pas à cette époque-là déjà être salarié. Et je me disais, ok, moi, ce qui me plaît, c'est créer des trucs et vivre de ça si possible. Ok. Donc tu fais ça, au bout d'un an t'arrêtes pour te remettre au boulot. C'est ça. Enfin pour te remettre dans tes... Alors pas exactement en fait. Juste après cette expérience-là, alors je lance d'autres trucs. Je vendais des micro-pousses dans ma ville, aux primeurs de marché, etc. En gros, on fait pousser 7 jours par exemple des petits pousses de radis, on les coupe, c'est les trucs qu'on voit dans la haute gastronomie. Et ça se vend 100 € le kilo, des trucs comme ça, donc c'est super rentable. Voilà, je faisais tout ça. Et en parallèle, un petit peu plus tard, du coup, j'ai lancé le truc qui m'a vraiment permis d'apprendre toutes les compétences qu'il me faut aujourd'hui pour vivre de mon business. J'ai lancé du coup un blog sur la danse.
qui s'appelle toujours Master Dance d'ailleurs. Ok. Que j'ai, voilà. Comment t'as eu l'idée de faire ça? Le blog sur la danse, Ouais. c'est en voyant principalement Olivier Roland Ouais. à l'époque que j'ai découvert comme ça, en me disant ok, en plus du fait de créer du contenu, des articles, partager ma passion de la danse, lui il me propose vraiment de monétiser mon blog Ok. et ça peut vraiment être un truc que je me vois faire plus tard quoi. Du coup je me suis directement dit ok, sautons sur l'occasion et j'ai commencé comme ça, je connaissais rien du tout et j'ai lancé mon blog comme ça. Ok, comment ça se passe alors? Ça se passe très lentement les 6-7 premiers mois, aucune traction, peut-être 10 visiteurs par mois, un truc comme ça. Et jusque en décembre, il y a un théâtre, le théâtre de Chaillot à Paris, qui me contacte pour faire l'interview d'un chorégraphe assez connu quand même en contemporain et voir un spectacle pour le critiquer. Du coup, j'ai fait ma première critique de danse, c'était incroyable. Et là, du coup, ça s'est intensifié jusqu'au Covid en fait. En mars, où je faisais quasiment 3 interviews par semaine. C'était vraiment dingue comme expérience. J'allais voir des spectacles tous les soirs. C'était ma vie parisienne au maximum, quoi. Ok, donc tu es devenu blogueur danse, Ouais, un blogueur qui est connu, qui est invité, qui est ouais, voilà, qui fait partie, qui est sur les listes de contacts des théâtres, ouais. des théâtres. Ok. Et est-ce que du coup tu arrives à générer des revenus avec ce business-là? Absolument pas. On a juste une page de dons où on doit quand même Ouais. avoir une communauté assez supportive parce qu'on devait avoir peut-être 100 ou 200 euros de dons par mois quand même. Ce qui est bien pour un truc Ouais. financé sans contrepartie, quoi. Mais Olivier Roland, il t'a pas dit que les dons c'était tout pourri et qu'il fallait vendre de la formation? Si, je savais. Mais c'est juste, voilà, justement, après, c'est Ouais. ce que j'ai essayé de faire. Du coup, voilà. Donc, il y a eu le confinement. Donc, j'ai pas pu continuer dans ce truc-là Ouais. de spectacle, etc. Du coup, je me suis un peu réorienté. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai envie de gagner de l'argent grâce à ce truc. J'y passe 40 heures par semaine, peut-être, à écrire des articles. J'ai envie de le rentabiliser. Du coup, j'ai commencé à me lancer dans la rédaction de mon premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le guide complet des étirements pour la danse. Et en fait, encore une fois, j'avais vu que tout le monde se pose des questions sur les étirements, que tous les profs disent des trucs différents, que en plus, c'est un complexe énorme quand tu vois que tu n'arrives pas à lever la jambe en cours, etc. Du coup, j'ai vu ce truc-là. À cette époque-là, je t'avais déjà un petit peu découvert. Du coup, je connaissais un peu tout ce truc-là de marketing, business en ligne, Ouais. etc. Je venais juste de te découvrir, je pense. Et du coup, je lance ce petit e-book-là avec une pub que j'avais faite sur After Effects, etc. Et je lance ça et du coup, j'arrive à faire 5000 euros de vente grâce à ça. Je sors aussi la version Amazon papier. Donc c'est ok. Donc à la base c'est un e-book Ouais. que tu vends directement. C'est quoi? C'est un lien PayPal? J'avais un blog WordPress, du coup, j'ai fait une page sur mon blog. Ok. Donc une page avec un lien d'achat, Ouais, c'est ça. avec un bouton d'achat. Les gens achètent. Tu le vendais combien? Je le vendais 7 euros, 6,99. 7 euros. Ok. Et 6,99. Et tu arrives à atteindre 5000 euros de vente sur ton site. Alors, sur mon site, c'était plutôt 3500. Et ensuite, j'ai sorti la version papier Ok. dans un second temps parce que c'était hyper galère avec les normes KDP. En etc. auto-édition En auto-édition, sur Amazon KDP. sur Amazon. Ok. Donc, et là, j'ai fait à peu près 1500 euros de redevance papier en fait. Donc, c'est plus. C'est pas grand chose. Ouais. D'où elles viennent toutes ces ventes? C'était des lecteurs de ton blog, des gens qui étaient inscrits à ta liste email? Je pense qu'il doit y avoir une quinzaine de ventes par la base organique que j'avais déjà acquis par le passé. Et sinon, non, c'est vraiment juste, j'avais fait une pub et je faisais de la pub sur Facebook. Du coup, Ok. là, j'ai tout appris. J'ai appris comment faire de la pub et tout. Ok, alors j'ai quand même une question parce que Ouais. là tu commences à gagner de l'argent, tu commences à investir aussi dans la publicité Facebook, tout Ouais. ça. T'as quoi? T'as 15 ans? Ouais. Tu peux pas vraiment créer d'entreprise. Tu peux pas, je crois que tu peux pas être auto-entrepreneur. À 16 ans, à partir de 16 ans. À Ouais. partir de 16 ans, tu peux, ok. Donc à 15 ans, tu pouvais pas encore. Je l'ai chez ma mère. Avoir un compte bancaire, c'est compliqué. Généralement, ça doit te transiter quand même sur le compte de tes parents. Comment tu fais? J'imagine que tes parents sont dans le coup. Comment ça se passe? Je dirais que mes parents ont toujours été très supportifs sur toutes ces Ouais. choses-là. Du coup, j'avais déjà l'auto-entreprise de ma mère qu'elle a créée quand j'étais en 5e, justement pour ce premier business d'impression 3D. Donc, en fait, je déclarais du revenu tous les ans là-dessus, parce que je faisais tout le temps des Ouais. petites expériences d'auto-entrepreneur. Et ensuite, ouais, effectivement, le nom du compte était au nom de ma mère, du coup, Ouais. qui transitait. C'était un compte pro. Et ensuite, j'avais mon compte perso où je me versais des petits salaires, des trucs comme ça. Ok, donc ça c'est top. Ta mère, non seulement elle te soutient dans ta démarche entrepreneuriale, Ouais. mais en plus elle te soutient techniquement en se déclarant auto-entrepreneur pour que toi tu puisses déclarer tes revenus. Complètement. Et même plus, c'est mon père qui faisait quasiment ma compta, mes trucs légaux et tout. Donc, c'est Ok. vraiment. C'est un moi, business j'étais, familial. tu veux dire. c'est Ok. ça. Sauf le partage du revenu, il n'était pas familial. Ah bon? Ok, donc tu as ça qui est mis en place, tu commences à faire de la publicité, donc tu arrives à faire des publicités rentables sur ce bouquin. Ouais, ce qui n'était pas facile. J'avais à peine.
Je gagnais à peine 50 centimes ou 1 euro Ok. par livre vendu, quoi. Parce que c'était 6 euros. Tu construis aussi ta liste email, je suppose? Ouais, absolument. Ok. Du coup, j'avais à la fin peut-être 2000 personnes sur ma liste mail. Ouais, donc tous les gens qui ont acheté le bouquin via tes pubs sont ensuite inscrits à ta liste Ouais, email, c'est tu ça. peux les recontacter, tout ça. Ok, qu'est-ce qui se passe après ça? Après ça, je vois peut-être un petit peu trop gros. Et je me dis, ok, il y a eu d'autres expériences qui ont un peu raté. Et j'avais déjà constaté que le monde des professeurs en danse n'était pas forcément réceptif au fait que quelqu'un de 15 ans à l'époque, pas Ouais. pro, pas avec son diplôme, puisse donner des conseils sur la danse, que ce soit sur les étirements ou d'autres articles que j'avais fait sur mon blog. Et là, du coup, je lance une série de vidéos sur, en gros, les conseils que je peux donner aux jeunes danseurs, etc. Et là, ma professeure de danse de l'époque me tombe dessus, m'accuse de plagiat, ouais, de plagiat. Elle me dit qu'il faut que j'aille me faire aider, qu'elle a jamais vu ça, que quelqu'un de mon âge comme ça qui vend ça, elle a jamais vu ça. Enfin, j'ai un problème, quoi. Donc voilà, donc je me prends tout ça dans la tête. Et j'arrive pas à le gérer, à l'analyser factuellement à l'époque. Tu vois, j'étais un peu. Et ça, c'était que l'été dernier, c'était un peu plus d'1 an. Donc j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, alors que le livre se vendait encore, etc. J'ai stoppé toutes mes pubs, les articles, j'ai arrêté d'en écrire. Et depuis, j'ai toujours pas écrit d'article sur le blog. Ah, comment t'expliques qu'elle te soit tombée dessus comme ça? Je pense que c'est une. Je sais pas, je préfère pas parler à sa place, quoi, mais je pense que c'est quelque chose de. C'est pas commun, quoi, que quelqu'un d'aussi jeune lance Hmm. ce genre de. Donc peut-être une sorte de jalousie ou à la fois aussi, peut-être que c'était quelque chose dans le sens, elle pensait qu'elle faisait quelque chose de bien pour moi parce que les autres professeurs, je voulais aller dans d'autres écoles professionnelles de danse. Du coup, peut-être que les écoles l'auraient mal vu. Du coup, peut-être qu'elle voulait peut-être me protéger. Je sais pas exactement ses intentions sur le moment, mais quelque chose comme ça, ouais. Ok. Euh, je voulais te poser aussi des questions là-dessus. J'imagine qu'en effet, comme tu te lances et que tu es très jeune, tu t'as dû te heurter à certaines formes d'incompréhension. Donc il y a eu ça. Ça n'a pas été justement difficile d'affronter le regard des gens, que ce soit d'ailleurs les gens du milieu, mais aussi potentiellement des gens qui peuvent te suivre, tomber sur tes articles, des clients. Comment faire en sorte de gagner leur confiance à ces gens-là? C'est pas facile. J'avais beaucoup de personnes et j'en ai toujours aujourd'hui, beaucoup de gens qui chaque jour me disent t'es qui toi, retourne au lycée. Hmm. Enfin voilà, donc un problème de légitimité avec mon âge. Euh, pour le e-book en l'occurrence, j'avais fait en sorte. J'avais l'argument d'autorité de l'Opéra de Paris. J'avais fait valider le livre par des kinés, donc c'était aussi. Ouais. Voilà, donc c'était fact-checké aussi. Donc je dirais que ça m'a permis d'avoir une sorte de légitimité autour de ça. Sans qu'à l'époque j'avais encore des bagues, etc. Du coup, j'avais vraiment une tête d'enfant, quoi. Ouais. Donc, et ouais, c'est vrai qu'au quotidien, il y a une sorte d'incompréhension, ouais, qui peut se créer. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi qui te donne l'autorité pour le faire, les compétences? Ouais. Ouais, c'est parce que, je sais pas, en fait, moi j'ai le sentiment que quand tu te lances dans un truc très jeune, moi je l'ai vécu aussi un petit peu, probablement moins que toi, mais quand tu te lances dans un domaine très jeune et que tu as des résultats, que tu as du succès, ça attire vraiment deux types de réactions complètement opposées. C'est-à-dire, tu as les gens qui trouvent ça génial Ouais, et qui te disent ça. Enfin, moi je me souviens, j'avais mes premiers clients, quand j'ai vendu ma première formation, je venais d'avoir 18 ans. J'avais des clients qui en avaient 40 ou 50 et qui me disaient oh, c'est formidable d'avoir un petit jeune comme ça qui partage ses conseils, merci, bravo et tout. Donc ça me touchait énormément. Et puis de l'autre côté, je ressentais aussi une forme de violence. ouais, Et moi, ça m'a toujours surpris de me dire comment les gens peuvent être aussi violents avec des gens aussi jeunes, tu vois, qui pourraient être leurs enfants parfois. Une sorte de violence de certaines personnes qui comprennent pas et qui trouvent ça scandaleux, en fait, au fond, que tu puisses atteindre des résultats équivalents, voire supérieurs aux leurs, alors que t'as pas, si tu veux, t'as pas le galon qu'ils ont, ou t'as pas passé tous les grades qu'eux, ils ont dû passer. Je pense qu'il y a une forme peut-être de frustration ouais. pour des gens qui se sont dit, moi, j'ai attendu avant d'oser faire ça, et lui, il l'a pas fait, donc c'est qu'il est pas légitime. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, maintenant, moi, je l'embrasse pleinement. Je vois que tous mes clients sont impressionnés par mon âge et ce que j'arrive à faire à cet âge-là. Je vois que du coup, bah, effectivement, c'est ces gens-là que je vais naturellement. Ouais. Enfin, c'est clivant, quoi. Et du coup, dans mon marketing, je sais pas, je dois avoir 50 vidéos sur ma chaîne YouTube, il doit y en avoir une dizaine où il y a à 16 ans dans le titre. Ouais, C'est un peu devenu j'ai une vu sorte ça. de ligne Ouais. éditoriale Tu, euh, tu joues, t'as décidé de jouer avec de jouer complètement. avec et de Ouais. pas essayer de Et le j'ai cacher. pas du tout envie d'avoir 17 Ouais. ans pour changer ma ligne éditoriale. Ok. Donc tu lances, donc t'arrêtes tout à ce moment-là parce que j'imagine que ça a dû être super difficile. Ouais. Donc tu te remets un peu en question, t'arrêtes tout et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que tu reprends? Est-ce que tu passes à autre chose? Alors,
je pense un mois plus tard, j'étais vraiment à fond dans ton contenu pour le coup. J'ai commencé à acheter un peu des formations, à lire des livres sur le marketing, etc. Ouais. Et du coup, j'étais ici et j'ai commencé à faire une petite chaîne. Moi, j'étais un peu dans cette démarche-là de rechercher un peu d'où vient le bonheur, comment être heureux, comme j'étais un peu déstabilisé. Du coup, j'ai fait une chaîne sur ce sujet-là. J'ai essayé de vendre une première formation sur la marche en pleine conscience, etc., qui n'a pas forcément fonctionné du tout même. Et j'ai arrêté toute cette chaîne YouTube au bout de, je sais pas, je pense un mois, quoi. J'avais fait 4 vidéos, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment un moment de test, quoi. C'était vraiment, je me suis dit, je veux essayer de vivre de ce type de business. Après, le sujet m'a vite désintéressé, donc j'ai arrêté rapidement. Mais du coup, ouais, voilà, c'était pendant les vacances, j'ai fait ça, les vacances d'été. Et ensuite, du coup, je suis rentré au lycée normal. J'ai quitté le monde de la danse à haut niveau tout senti, en fait. Je veux plus devenir professionnel aujourd'hui. Donc, je suis rentré dans un lycée normal pour la première fois depuis. Il y a une raison particulière à ça? C'est non, depuis toujours, je me dis que c'est pas forcément ma vocation de vivre de la danse parce que c'est une situation assez précaire, l'intermittence, etc. Il doit y avoir, je sais pas, 5% ou 2% de danseurs en CDI en France. C'est pas du tout un truc résilient qui me plaisait, quoi. Donc, ou dépendre de ça, ça peut. Quand ta passion devient ton métier, ça change la dynamique. Tu préfères que ça reste un loisir et gagner ta vie autrement. Voilà, donc voilà, donc je m'en suis rendu compte, enfin je le savais déjà, mais du coup je l'ai acté. Et du coup je suis rentré dans un lycée normal. Et le début de l'année classique, voilà, je vins un peu mes sortes de phobies sociales, etc. Et ensuite, donc je lance en décembre le business qui actuellement, que j'ai actuellement en tout cas. Ok, c'est tout récent, décembre dernier. Décembre dernier, ça fait 7 mois là. Ok, donc ouais, ok. Super rapide. donc tu lances ça en décembre. Est-ce que tu as un plan, une stratégie? Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, complètement. J'ai publié 2 vidéos par semaine pendant 4 mois jusqu'à atteindre mes 1000 abonnés. Et j'avais vraiment une stratégie pour ces vidéos-là. J'ai repéré tous les mots-clés qui sont inhérents à mathématiques. Donc prise de notes, Zettelkasten, productivité, etc. Et je faisais des vidéos sur tous ces sujets-là. Ce qui a super bien marché parce qu'encore aujourd'hui, il y a pas mal d'articles web sur ces sujets-là. Mais mes vidéos YouTube, je suis encore le premier dans les résultats quand tu tapes sur Google. Donc ça me permet vraiment d'être solide niveau SEO, d'avoir du trafic organique qui vient de là. Et ensuite, dans la vidéo, je fais un appel à l'action vers un produit gratuit, etc. Du coup, voilà, donc cette stratégie de croissance sur YouTube, je l'ai mis en place dès le début. J'avais aussi fait ce que tu disais de faire des posts sur les groupes Facebook. Des plutôt gros groupes Facebook neurosciences ou des trucs comme ça qui me permettaient d'avoir 300 vues dès le début, puis ensuite un truc organique qui croît un peu avec le temps. Donc ça m'a quand même permis d'avoir des plutôt bons résultats dès le début sur YouTube, ce qui m'a permis de peut-être pas me décourager et perdre le rythme, quoi. De quand même 2 vidéos par semaine au lycée, c'est juste tout le temps, quoi. Dès que tu as un moment de libre, tu fais du montage, tu tournes, tu t'écris, j'avais pas le temps de faire autre chose, quoi. Et donc voilà, et à côté de ça, j'ai dès le début lancé une formation. J'avais fait vraiment une méthode agile, un peu petit produit, de faire une formation très courte avec plutôt travailler du coup sur la page de vente. J'avais fait une série de 6 mails pour la vendre. Et dès le début, dès le moment où j'ai lancé ma première vidéo YouTube, voire même un petit peu avant, j'ai lancé des campagnes de pub sur YouTube et Facebook. Avec des petits budgets, quelque chose comme 10 euros par jour ou quelque chose comme ça, sur du coup cette série de 6 mails gratuits. Et j'ai vu dès le début que ça convertissait. J'avais passé une semaine à faire ce produit-là et j'avais un tunnel de vente qui était rentable, quoi. Incroyable. Alors revenons sur la formation. C'est ta première formation? C'est ma première formation que j'ai fait évoluer c'est la 3e version là. Et c'est vraiment. Donc c'est une formation, c'est ton unique formation. Tu rajoutes des modules à chaque fois, tu l'as fait grossir. Elle dure combien de temps à peu près? Actuellement, il y a à peu près 14 heures de contenu. Ah oui, quand même. Actuellement, c'est un gros produit. C'est la formation référente en France, voire même un peu worldwide, sur la gestion des connaissances personnelles. Ok. Comment tu sais en fait si dans ce domaine-là il y a un marché, il y a une demande? À quel problème tu réponds? Justement, c'est là le truc, c'est qu'aux États-Unis, c'était un marché que j'avais vu qui était relativement développé. Ça doit représenter plusieurs millions par an. Tu vois des gens, Ali Abdaal par exemple, ou ce genre de mec qui en parle en effet. Certaines vidéos qui marchent super bien, c'est toujours, je pense, les vidéos qui ont quasiment le mieux marché de sa chaîne sur la prise de notes, etc. Pareil, il y a un gars qui s'appelle Thiago Forte qui a développé un concept de second cerveau, etc. Il y a des petits créateurs sur YouTube qui font des trucs indépendants. Et aux États-Unis, ça marche super. Il y a personne en France, quoi. C'est vraiment un marché inoccupé. Du coup, je me dis, ok, si ça marche là-bas, ça marche en France aussi certainement.
Donc c'est vraiment ça qui me permet de me dire, ok, c'est peut-être un truc à creuser, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de devenir le référent de la thématique. C'est vrai que, pardon de te couper, mais c'est vrai que moi j'avais lancé une formation qui s'appelait la prise de notes intelligente il y a peut-être 2 ou 3 ans et ça avait été à l'époque mon meilleur lancement de ma vie, tu vois. Et je m'étais dit c'est quand même un truc de fou, tu vois. Je parle de marketing, de business, je propose des systèmes pour changer complètement la vie des gens, pour devenir libre. Et en fait, les mecs, tout ce qu'ils veulent, c'est une stratégie de prise de notes. Et en fait, j'avais compris que ça répondait à un truc. Le problème pour moi, la frustration à laquelle ça répondait, c'était le sentiment en fait de lire des choses ou d'apprendre des choses et qu'elles fuitent en fait, de ne pas être capable de les retenir et de ne pas être capable de les intégrer et d'en faire quelque chose de réel. Donc moi, j'avais eu l'idée d'un système tout simplement de prise de notes classé par tag, etc., qui te permet de retrouver tout ce que tu lis, que j'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs tous les jours. Et je me suis dit, ce truc-là peut t'aider énormément, je vais en faire une méthode, et ça avait en effet cartonné. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait une demande, il y avait une douleur aussi derrière ça, même si ça peut paraître un peu secondaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu décris. Et après, surtout, plus que la douleur dans sa vie personnelle, il y a aussi tous les enjeux qui sont dans... aujourd'hui, tout le monde est travailleur de la connaissance. Oui, et donc, il y a vraiment l'enjeu de pouvoir... En fait, la gestion des connaissances, concrètement, pour faire une définition brève, c'est tous les processus et protocoles que tu mets au quotidien pour mieux sélectionner, mieux lire, mieux organiser, capturer l'information que tu as au quotidien. Et ensuite, comment tu vas la mettre au service dans ton travail. Donc moi, en l'occurrence, en tant que créateur de contenu, comment je vais pouvoir facilement créer des contenus grâce à toutes les connaissances que j'ingère d'une part, quoi. Ok. Donc voilà, et du coup, il y a vraiment cet enjeu de... comment est-ce que tu mets ça au service de ton travail? Et en tant que créateur de contenu, c'est juste énorme. Sur ma chaîne YouTube, j'ai des démos où je crée réellement des articles ou des vidéos en 5 minutes, quoi. J'ai des... Voilà. Donc tu mets en place ça, tu mets en place une séquence de 6 mails, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est 6 mails qui font une longueur peut-être 300 mots, quoi. Et du coup, une page de capture toute bête, un peu comme celle de tes emails privés, là, où ils rendent juste leur adresse mail, ils reçoivent 6 mails et c'est tout ce que je fais. Ok. C'est quoi la promesse de la page de capture? Je pourrais plus me souvenir, c'est quelque chose comme créer sans effort grâce à un second cerveau. C'est ça le truc. Donc je m'adressais vraiment aux créateurs de contenu pour le coup. D'accord, ok. Et du coup, tu lances une campagne de pub Facebook là-dessus? Facebook et YouTube, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu mets dans cette campagne? En gros, c'est une pub vidéo où du coup j'ai fait une structure AIDA classique. Voilà, j'avais tout un concept de pub. J'ai quasiment la même pub aujourd'hui. Au final, elle marche super bien. Et ouais, c'était ça avec un appel à l'action sur la page de vente et c'était tout la pub. C'est juste ça la pub. Donc tu commences, quand tu lances la formation, j'imagine tu la lances déjà à ta liste. Tu commences déjà. J'avais pas de liste. T'avais pas de liste? J'avais 0 personne. Ok, donc tu commences à construire ta liste dans ce domaine-là ce jour-là. Ouais. Le jour où tu lances ta formation. Et du coup, tu crées un tunnel en envoyant de la publicité sur les plateformes. Tu la vends combien la formation? La formation, je la vends 70 € à la fin et 20 € au début. Ok. C'est pas cher? Non, c'est pas cher du tout. Enfin, 70 €, je veux dire, j'ai testé des tarifs entre 20 et 70 € pour cette première formation. D'accord. En fait, ce qui est passé, c'est que du coup, j'ai commencé à vendre cette formation que j'avais fait vraiment à la va-vite, quoi. C'était vraiment un produit que je voulais avoir 2-3 clients pour voir si ça marchait. Ok. Et ensuite, proposer du coaching à ces clients-là pour leur permettre de mieux implémenter la méthode. Et ensuite, passer vraiment à une vraie formation que je prendrais du temps à construire. Là, c'était vraiment un truc pour tester le marché. Une bêta, quoi. Complètement. Alors ça, c'est intéressant. Du coup, tu lances une version allégée de la formation avec, on pourrait appeler ça presque un produit minimum viable, quoi. Ouais, complètement. Une formation minimum viable. Tu la lances pas trop cher pour voir s'il y a une demande, s'il y a un marché pour ça. Quand tu vois qu'il y a une demande à un marché, tu rajoutes des choses dans la formation pour la rendre plus complète. Je la refais complètement. Tu la refais complètement et tu augmentes le prix? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, il y avait à peine 2 heures de vidéo de formation. C'était vraiment sur les bases. Et là, je me suis dit, ok, je crée un produit. J'ai passé 2 mois quasiment à créer la formation qui est actuellement en vente aujourd'hui, qui a du coup le tarif de 327 €. Du coup, là, oui, il y a 14 heures de contenu, etc. Et du coup, j'ai donné gratuitement, évidemment, l'accès aux premières personnes qui avaient acheté la formation, quoi. Ok. Ça, c'est très intéressant. Et c'est une bonne stratégie si on veut mixer. En fait, c'est un truc que j'avais jamais vu avant, je te le dis. Mais si on veut mixer les avantages des petits produits et des gros produits, parce que les deux ont leurs avantages, si on veut mixer les avantages, c'est de commencer par un petit produit. Si ça marche pas, on lance un autre, puis un autre, jusqu'à en trouver un qui prend. Et quand on en a un qui prend, on en fait un gros produit qu'on peut ensuite vendre plus cher et donc multiplier ses gains avec. Je suis complètement d'accord. Et justement, sur ce truc-là, si le truc n'avait pas pris, si avant le 1er janvier, j'avais pas eu de vente ou j'avais pas eu de traction sur ma chaîne YouTube, j'aurais arrêté. Honnêtement, et j'aurais fait autre chose, quoi. Tu aurais changé de thématique? Complètement.
Okay. Alors là, c'était vraiment un truc qui me passionnait. Ça faisait plus d'1 an que je développais le système, etc., que je donne aujourd'hui. Mais ouais, j'aurais changé de thématique, je sais pas, sur vulgarisation scientifique, quelque chose de plus divertissant, ou permaculture, des trucs comme ça, mais j'aurais vraiment changé, ouais. Ok. Donc tu me dis, tu cibles les créateurs de contenu. Ouais. Où est-ce que tu les trouves? C'est que du ciblage sur Facebook et YouTube, ou tu vas les chercher aussi ailleurs? Que du ciblage sur Facebook et YouTube. Il y a eu pas mal de bouche à oreille qui s'est fait aussi ces derniers temps. Enfin, c'est très récent. Donc, ouais, principalement ces 2 canaux-là. Et après, YouTube, quand même, commence à ce moment-là, je dois avoir à peu près 1000 abonnés quand je sors la version finale de la formation. Donc, il y a quand même un peu de... Je sors une grosse vidéo de 20 minutes, quelque chose comme ça, qui présente tout le système et la formation. Du coup, ce truc-là me permet quand même de faire pas mal de ventes. Le premier jour, j'ai peut-être dû faire 2000 € de vente le premier jour de lancement, avec cette vidéo YouTube. Comment ça a évolué ces ventes? Combien est-ce que tu dépenses aujourd'hui en publicité? Combien est-ce que ça te rapporte en moyenne par mois? Est-ce que ça reste stable ou est-ce que ça commence à se réduire? Bon, on va continuer les questions après, mais vas-y. Ok, ça marche. Alors actuellement, je dépense... en fait, donc, j'ai continué un petit peu graduellement à augmenter le budget pub en voyant que ça marchait bien. Du coup, ça fait 3 mois et demi, 4 mois plutôt, que j'ai ce nouveau tunnel de vente-là, avec donc ma pub. Et maintenant, c'est une formation gratuite que je propose de 1h30 entre... donc, ils font... tout est sur Podia. Du coup, ils voient la pub sur YouTube. Ils ont un produit gratuit Podia. Du coup, ils créent un espace membre sur mon site. Et ensuite, ils peuvent acheter la formation payante avec une promo qui dure 4 jours. Donc, ajouter le vrai produit à leur espace membre. Donc ça, c'est le tunnel de vente actuel. Et du coup, là... Aujourd'hui, je suis à peu près à 200 € par jour en budget pub, ce qui représente à peu près 6000 € par mois. J'ai augmenté ça la semaine dernière. Avant, j'étais que à 100 € par jour, donc 3000 € par mois en pub. Et du coup, ce tunnel de vente-là, qui n'est pas du tout optimisé, hein, parce que quand ils doivent s'inscrire sur la page de capture, ils doivent mettre leur nom, leur prénom, un mot de passe, comme sur Podia, quoi. Donc je pourrais 1000 fois optimiser tout ça. Après, je me dis que la friction, les gens qui veulent vraiment le produit, ça fonctionne bien. Hein. Ça ajoute de la friction. Moi, quand j'avais offert ma grosse formation La Carte pendant le premier confinement, j'avais eu plus de 20 000 personnes qui s'étaient inscrites et ça les a pas gênés de tous créer un espace membre sur Podia. Donc Podia est assez friendly, ça fonctionne bien, c'est simple, c'est visuel. Et c'est vrai qu'une fois que les gens ont leur espace membre, c'est plus simple ensuite c'est clair. de passer commande. Ouais. Et du coup, je suis à 200 € par jour aujourd'hui. Du coup, j'ai pas encore les chiffres de ce mois-ci, mais en fait, plus ou moins pour 1 € investi, j'en retire 4,5 à peu près. Okay. Donc, donc voilà, je tourne autour des 11 000 € de chiffre d'affaires plus ou moins ces derniers mois. C'est vachement bien. Ouais. Et du coup, parce que en fait, l'argent, étant donné que c'est ta mère qui est auto-entrepreneur. Aujourd'hui, c'est moi. En fait, du coup, depuis que j'ai 16 ans, j'ai créé donc une à partir de EIRL, 16 ans. Ok. Donc c'est toi. Donc c'est pas tu dis pas à ta mère bonjour. Est-ce qu'on peut mettre 200 € de pub de ton argent personnel de tous les mois? Non, pas du tout. Ils savent même pas limite les chiffres que j'ai, quoi. J'ai un comptable aujourd'hui. Il y a plus rien de. Ok, donc t'as repris le flambeau, quoi. Ouais. Depuis le début, en fait, depuis le début de ce truc-là, c'est moi qui fais. Ok. Impressionnant. Donc, est-ce que le truc, c'est qu'une fois que tes clients ils ont acheté cette grosse formation, t'as plus rien à leur proposer? Non. Est-ce que tu envisages de créer d'autres offres? Ouais. Alors, j'envisage déjà Là, actuellement, du coup, je m'adresse toujours aux créateurs de contenu. Pas explicitement, mais disons que dans l'orientation, quand j'écrivais ma page de vente, j'avais ça en tête. Donc, ma première phase, par exemple, c'est l'écriture et plus généralement la création peut être facile et même ludique. Donc voilà, ça cible directement dès la première phrase et ça me fait une proposition de valeur. Mais donc je m'adresse vraiment à cette cible-là. Et j'aimerais maintenant créer en fait un sorte de carrousel de prix avec l'entrepreneur. En fait, dans ma méthode, il y a un peu la partie comment est-ce que tu vas mieux sélectionner, capturer et organiser l'information. Comment est-ce que en fait, tu vas plus avoir ces moments de mince, je sais plus où est-ce que j'ai rangé ce fichier ou ah mince, j'ai oublié cette tâche, etc. Tout ton système d'organisation numérique qui te permet d'avoir un système fiable pour te permettre de te concentrer sur les actions importantes. Ou par exemple, je veux monter un podcast, donc au quotidien, tu lis plein d'articles sur le sujet, tu peux les mettre dans un dossier et au moment où tu dois créer ton podcast, du coup, tu as tout au même endroit. Donc ça, c'est vraiment pour l'entrepreneur qui a besoin d'un truc agile, simple, rapide, move fast, touch slightly. Et ensuite, il y a l'étudiant qui a, lui, besoin plutôt de mémoriser aussi et d'avoir des techniques de prise de notes un peu plus lourdes. Et ensuite, il y a les gens qui sont soit passionnés de la connaissance, soit créateurs de contenu, réellement, qui ont réellement un enjeu avec la connaissance. Et là, je leur propose, en fait, j'ai remis au goût du jour une méthode qui s'appelle Zettelkasten, d'un sociologue allemand du XXe siècle. Et c'est un truc qui consiste, en fait, à chaque contenu que tu lis, tu considères que c'est un ensemble de concepts. Donc, en fait, tu vas prendre tous ces concepts-là et les mettre dans leurs propres notes. Comme ça, dès que tu veux toi-même recréer un contenu,
tu as un ensemble de notes que tu vas pouvoir réempiler juste en changeant l'ordre ou en changeant l'angle par lequel tu vas le présenter. Et ça me permet de faire un contenu en 3 minutes, quoi. Parce que tu arrives à un moment après, moi j'ai plus de 1000 notes dans mon système. Dès que je veux dire un truc, il est déjà en note dans mon système. Du coup, j'ai juste à faire un lien vers cette note et du coup ça me fait déjà mon sommaire de vidéo, je le mets en forme et j'ai ma vidéo qui est prête, quoi. Du coup, cette partie-là, qui est un peu l'artillerie lourde du truc, où il y a beaucoup de friction, c'est un peu comme si en cuisine, en gros tu déplaces la friction au moment de la création si on prend l'exemple de la cuisine, le mode classique c'est tu collectes tous tes ingrédients quand tu as choisi ton sujet, tu les prends, tu les coupes et ensuite tu les fous dans ta salade. Alors que là, du coup, c'est au quotidien, tu vois les aliments qui te plaisent et tu fais l'effort de les mettre en place, du coup de les découper déjà dans des petites assiettes, etc. Et au moment où tu veux créer, du coup, la friction, elle n'existe plus parce que tu as juste à prendre tes aliments et à les mettre dans ta salade. Du coup, tu déplaces la friction de l'un à l'autre, mais les personnes qui créent pas souvent, du coup, la friction est pas... Voilà. Du coup, mon truc, c'est de reformer ma gamme et de proposer des formations en cohorte parce qu'il y a cette friction, justement. Avant d'avoir 200 notes, enfin, ça prend beaucoup de temps d'avoir 200 notes et c'est à partir de 200 notes que tu atteins la masse critique où tout ce que tu veux déjà dire est déjà dans le système. Avant, ça représente de la friction, donc c'est important d'avoir un sorte de groupe de soutien, d'entraide où on peut aussi faire des groupes de réflexion, etc. Donc voilà, j'envisage de faire cette option cohorte. Ok. Tu suis des modèles pour ça? J'aime beaucoup, ouais. Il y a 2 formations aux États-Unis que j'aime pas mal. C'est celle de Thiago Forte, justement, sur Building a Second Brain. Et une autre de David Perel, qui est il me semble, 6 semaines ou quelque chose comme ça, où tu vas chaque semaine avoir un cours en live où il va t'apprendre comment bien écrire, etc. Ok. Donc aujourd'hui, tu as ton business qui tourne. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu es toujours en première ou en terminale? En terminale l'année prochaine, ouais. En terminale, ok. Tu continues, j'imagine, tu vas quand même vouloir passer ton bac. Après, tu vas pas te lancer dans les études, si? Non, dans l'idée, alors je sais pas où en sera mon business dans 1 an, ça se trouve il sera complètement mort. Mais non, j'ai pas envie de faire des études dans un premier temps. Surtout qu'avec ce genre de système de gestion des connaissances, en fait, tu peux avoir un enseignement qui est bien plus sélectionné et filtré pour toi, en fait, en fonction de ce qui t'intéresse et ce dont tu as besoin. Donc non, je vais pas faire d'études. Et oui, effectivement, je vais passer mon bac l'année prochaine. Et du coup, ta première question qui était qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Déjà, les contacts en 7 mois, là, c'est impressionnant. J'ai pu rencontrer plein de gens incroyables, sortir de mes potes du lycée ou autres. Enfin, sachant que je passe encore plein de temps avec eux, mais avoir des gens créateurs de contenu avec qui je peux parler, ça m'a vraiment changé. Et vraiment, le truc de les personnes avec qui on passe le plus de temps, c'est les personnes auxquelles on ressemble beaucoup. C'est vrai, quoi. Et je trouve que c'est formidable. Et après, évidemment, le fait d'avoir une certaine indépendance financière et un projet qui m'anime, c'est génial au quotidien, quoi. Ok. Donc tu dois continuer dans cette voie-là? Complètement, ouais. Et si possible, diversifier pour gagner en résilience. Parce que là, du coup, je commence à avoir un peu de revenus pub aussi. Ouais. J'aimerais faire un peu d'affiliation, d'autres projets à côté pour rassurer mes parents et diversifier un peu tout ça, quoi. Et à côté de ça, c'est important pour toi de continuer à créer du contenu sur ta chaîne YouTube? Ouais, complètement. Là, j'ai envie de, au contraire, remettre le paquet sur la chaîne YouTube. Là, je suis aussi en train d'écrire des articles de blog pour me référencer dans les premiers sur les mots-clés sur lesquels je vends ma formation. J'écris aussi un livre pour gagner en autorité, etc. Donc ouais, la création de contenu, ça va rester au cœur. Et j'ai envie de redoubler d'efforts là-dessus, quoi. J'imagine que tu as des systèmes, des méthodes que tu suis pour t'organiser, pour avoir le temps de créer tout ce contenu, justement, et ces formations, tout en étant étudiant à côté. Ouais, complètement. Là, ça m'a pas mal aidé le Covid parce qu'on était 1 semaine sur 2 au lycée. Ouais. Donc voilà, c'est comme si j'avais quasiment tout mon temps libre, quoi. Mais sinon, dès que je suis au lycée, le soir, je reviens, je tourne des vidéos, ou je fais du montage, ou j'écris des trucs. Ils en pensent quoi, tes potes de lycée? Ils sont impressionnés, c'est un peu déconnecté de eux, leur réalité, ce qu'ils ont l'habitude. Donc ils sont impressionnés, mais je pense que jamais ils passeront à l'action sur faire quelque chose, quoi. Mais ils le voient vraiment d'un bon oeil, quoi. Et c'est cool parce que je peux les inviter au resto si j'ai envie. Eh ben, écoute, c'est super intéressant. J'ai appris plein de choses. Et ça prouve plusieurs trucs, je trouve. Ça prouve déjà qu'il y a vraiment pas d'âge pour se lancer. Et d'ailleurs, je pense, moi, que plus on est jeune, plus c'est facile. Parce que tu as moins de trucs à perdre. Ouais. Et en fait, plus tu avances dans la vie, plus tu commences à avoir des responsabilités, plus tu peux plus te passer de ton salaire, de choses comme ça, surtout quand tu commences à avoir des enfants, etc. C'est vrai que quand on se lance très jeune, on n'a pas grand-chose à perdre. Parfois, on a un peu de temps libre aussi pour faire ça.
Et donc on a le temps d'expérimenter pas mal de choses. C'est ce que tu as fait d'ailleurs avant de lancer un truc qui prend vraiment, c'est d'expérimenter un peu plein de trucs, de suivre un peu toutes tes voies, tout ce qui t'intéresse, jusqu'à ce que tu trouves un modèle qui fonctionne. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a le fait qu'il n'y a pas besoin parfois d'attendre des années avant que ça marche. Si tu arrives à créer une offre pertinente qui répond à un besoin, ensuite, avec la publicité, il suffit que tu mettes 1 euro de publicité, tu récupères 2 euros en vente, et c'est bon, tu as un truc rentable dès le premier mois. Donc ça aussi, c'est un truc que tu as super vite identifié. Et la troisième leçon, moi, qui m'intéresse aussi, c'est le rapport aux études. Alors, je comprends tout à fait que tu as envie de finir et de passer ton bac quand même, parce que c'est un peu le b.a.-ba, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu n'as pas ton bac, c'est un peu difficile dans la vie. Mais je pense que si j'étais, si j'avais eu tes résultats à l'âge où tu en es actuellement, j'aurais pas fait d'études non plus. Et cette pression aux études, en fait, a plus de sens quand tu as un projet entrepreneurial et que tu as déjà fait des tests et que tu as déjà eu des résultats et que tu sais en fait que dans ce projet-là, ton éducation va être plus importante que ton diplôme. Et les études, c'est pas la seule manière d'avoir une éducation. Il y a des manières beaucoup plus efficaces quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire de lire, d'apprendre et de se créer une éducation sur mesure par rapport à ses besoins et pas une éducation standardisée qui va nous donner le même diplôme que 2000 autres personnes qui vont être égales sur le marché de l'emploi. Donc tu as compris tous ces trucs-là super tôt, super jeune, et c'est sûr que ça fait envie, tu vois. On se dit, moi déjà, je me considère comme précoce parce que je me suis lancé à 17 ans, mais il m'a fallu encore plusieurs années pour commencer à gagner ma vie avec. Et c'est vrai que je considère que j'ai une chance immense d'avoir trouvé ma vocation, d'avoir trouvé ma voie aussi jeune, parce que ça me permet de prendre de l'avance et je pense qu'à 40 ans, à 50 ans, je pourrais vraiment atteindre un niveau professionnel top, tu vois. Mais toi, tu as encore plusieurs années d'avance. Et donc, tu vas encore avoir le temps d'expérimenter énormément de choses, de tester énormément de choses. Tu vas avoir un confort financier très tôt dans la vie. Enfin, voilà, c'est top, en fait, de t'être lancé aussi jeune et de ne pas avoir attendu et d'avoir osé aussi, tu vois, te dire, bon, je suis en 5e, j'ai 14 ans, c'est pas grave, je vais lancer un business, je m'en fous. Alors que personne fait ça, en fait. C'est vrai qu'en France, on n'a pas eu toute cette culture-là. On a cette culture, les enfants, il faut surtout pas qu'ils travaillent, il faut surtout pas qu'ils fassent le moindre effort, il faut juste qu'ils profitent de la vie. On se méfie souvent même des enfants un peu trop intelligents, un peu trop précoces. Non, en fait, tu vois, c'est bien, et tu as de la chance aussi d'avoir eu des parents qui t'ont encouragé dans cette voie, parce que c'est pas toujours le cas. Les parents, parfois, ne comprennent pas, c'est pas forcément de leur faute, mais ils ont vécu dans un monde un peu différent, et donc ils comprennent pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités entrepreneuriales qu'avant. Donc c'est plein de leçons passionnantes, cette interview. Si tu veux juste terminer en expliquant où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens que ça intéresse, le travail que tu fais. Ouais, bien sûr. Ma chaîne YouTube, c'est le canal principal, c'est Elliot Meunier, tout simplement. Et sinon, si vous voulez aller voir un peu tout ce qui est gestion des connaissances, j'ai du coup tu pourras mettre un lien dans la description peut-être. Ouais. Voilà, j'ai la petite formation gratuite qui dure 1h30 pour vous montrer comment ça marche. Je suis allé voir d'ailleurs ta chaîne, il y a plein de trucs super intéressants. Merci beaucoup. Et merci. T'as quelque chose à ajouter ou pas? T'es pas obligé. Si, allez, je peux tenter un truc. C'est dire qu'aujourd'hui, tout le monde, avec 50 €, un smartphone à 50 € peut avoir accès à toutes les connaissances de l'ensemble de l'humanité. Donc vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que vous allez aller vers les connaissances et plus les laisser venir à vous, avec tous ces problèmes de perte de libre arbitre avec les algorithmes, etc. Et également, comment est-ce que vous allez arrêter de perdre votre temps en oubliant tout ce que vous lisez et reprendre le contrôle sur votre lecture en simplement prenant des petites habitudes au quotidien, quoi, pour prendre des notes et réellement tirer parti des contenus que vous consommez, quoi. Voilà. Ok, t'as bien raison. Et merci beaucoup. Et peut-être qu'on se reverra dans 1 ou 2 ans pour faire le point. Ça pourrait être cool. Ah, grave. Ciao. Salut Antoine.